Bienvenue à tout le monde. C'est notre c'est notre prochain Family Webinar que nous faisons ensemble. On a le plaisir d'avoir avec nous Dr Guibert. Sarah, si tu veux passer sur le deuxième slide. Euh, donc, durant ce Family Webinar, nous allons aborder plus particulièrement les dernières news concernant le vaccin, les vaccins, je devrais dire. Après une présentation de Dr Guibert, on ouvrira pour toute question que vous pouvez avoir. Ce webinar est un webinar que nous avons élaboré pour les associés Ecolab, mais également pour vos familles et vos proches. Et vous aurez la possibilité de partager ça sur YouTube. Donc, bienvenue. On va essayer de faire ça en 30-40 minutes. Et je vais passer la main maintenant au docteur Guibert. C'est à vous. Merci beaucoup, David. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition de ce point de situation sur la pandémie. Essayer de comprendre avec vous quelles sont les évolutions en termes de transmission et bien évidemment, comme annoncé, un point sur les vaccins qui font l'actualité et qui resteront notre priorité pour les mois qui viennent. Alors aujourd'hui, où en est-on d'un point de vue global? Comme vous le voyez sur cette courbe, cette carte, pardon, l'épidémie est toujours très active, on est toujours en phase de croissance, même si on peut penser qu'il y a une sorte de décélération, peut-être est-ce une impression, mais en tout cas croissance toujours, avec deux grands foyers, l'Europe, toujours l'épicentre actuel de la pandémie, et toujours l'Amérique du Nord, avec en particulier les États-Unis, mais également le Canada, en phase d'augmentation du nombre de cas ou du nombre de nouveaux cas. Alors attendez, si vous pouvez revenir juste à la slide précédente, ce que je souhaite également partager, c'est, comme vous le voyez, on a une situation qui est certes limitée à quelques territoires, mais on voit, si on partageait cette carte au fur et à mesure des mois, la situation en Amérique latine, qui a déjà passé sa première vague, et on est en train d'observer une reprise de l'activité. Peut-être que dans ces pays, de nouveau, des phases d'activité un peu plus intenses. Donc s'attendre, encore une fois, à ce que l'on observe chez nous, dans nos pays, différentes vagues qui nécessitent donc des mesures que nous connaissons bien, à l'instar du couvre-feu ou des confinements. Une situation maîtrisée relativement aujourd'hui telle qu'elle est dans le reste du monde, en particulier en Asie du Sud-Est ou en Australasie. Alors, passons à la slide suivante sur la situation en Europe, avec en effet le nombre de nouveaux cas. Vous avez déjà peut-être vu cette carte publiée par le Centre européen de contrôle des maladies. Et comme on le voit, une situation très disparate, avec des pays plus touchés que d'autres. On a des pays comme la Lituanie, la République tchèque, le nord de l'Italie, Chypre, mais la Suède également, dans laquelle la transmission est assez intense. C'est le cas de la Grande-Bretagne, qui n'apparaît pas par manque de données aujourd'hui sur cette carte, mais qui serait en rouge foncé comme les autres territoires. Donc, une transmission majeure, on le voit aujourd'hui, la Grande-Bretagne avec les mesures prises du fait de transmission extrêmement intense liée à probablement de multiples facteurs. Évidemment, le nouveau variant probablement y participe, mais c'est également certainement des mesures de distanciation, de port de masque qui ont été appliquées différemment et qui entraînent cette situation. Donc aujourd'hui, une situation assez complexe dans ce pays. Mais évidemment, il faut s'attendre à l'extension de ce variant un peu plus transmissible sur le reste du continent, et donc peut-être avoir des nouveaux cas, une augmentation des nouveaux cas qui continuera d'augmenter et peut-être entraînera d'autres mesures. Donc situation assez disparate, comme on le voit. Diapositive suivante, si on passe à la situation française, aujourd'hui 69 000 décès, plusieurs 2 millions et quelques cas. Ces courbes, vous avez peut-être déjà vu, correspondent au solde à la fois du nombre de personnes hospitalisées en jaune, personnes en réanimation en orange, personnes décédées malheureusement en rouge et personnes sorties au retour à domicile en vert. Donc on le voit après ces deux premières vagues que la France a subies, et bien on est dans une situation un petit peu intermédiaire
depuis plusieurs semaines, eh bien le solde ne va pas franchement ni dans un sens ni dans un autre, soit en hospitalisation ou en transfert en soins intensifs. Aujourd'hui, capacité de réanimation en France est maintenue, il n'y a pas de surcharge d'activité, mais par contre, voilà, on se prépare en fait que cela puisse devenir le cas. Aujourd'hui, une situation qui démontre que peut-être que comme on avait craint que les fêtes soient l'occasion d'un multiple contact et donc d'un pic d'activité, eh bien il semble que sur la base de ces derniers jours, on est maintenant à quasiment 2 semaines de ces fêtes où les gens ont la joie de se retrouver tous ensemble, eh bien on n'a probablement pas observé un pic de transmission majeure qui se traduirait par nombre de nouveaux cas, nombre d'hospitalisations, nombre de transferts en soins intensifs. Évidemment, tout cela est à prendre avec précaution. Il faut encore peut-être se donner une semaine ou 10 jours, mais a priori, la situation est toujours très instable, telle qu'on la voit aujourd'hui, mais certainement pas aussi défavorable qu'on a pu l'observer en fin d'année, au mois de novembre en particulier. Donc voilà pour la situation. Donc tout ceci nous invite évidemment à maintenir les mesures de précaution, les distanciations sociales, le couvre-feu, l'extension du participe, mais la grande nouvelle, la grande nouveauté, le véritable espoir qui existe maintenant, l'opposé de ce qui nous manquait en 2020, eh bien c'est l'arrivée des vaccins. Alors voyons, en passant à la diapositive suivante, ce qu'on sait des vaccins, est-ce que je peux vous partager. Ces vaccins, en fin de compte, ont un seul objectif, c'est de créer une immunité contre le virus. Et sur la base des recherches qui datent de quasiment une vingtaine d'années, en particulier liées à ce qu'on a appris avec la crise du SARS en 2003, également ce qu'on a appris avec la crise du coronavirus au Moyen-Orient, qui date depuis 2012, on sait très bien que c'est la fameuse protéine S pour spicule, parce que ça ressemble à une petite spicule qui est excroissance à la surface du virus, eh bien on sait que cette protéine extrêmement immunogène, c'est-à-dire qu'elle stimule le système immunitaire pour empêcher le développement de ces virus, ces coronavirus. Donc c'est pour ça qu'on a gagné énormément de temps pour le développement de ce coronavirus, puisque on savait, il y a 1 an, quand ce coronavirus a été identifié par les équipes chinoises, et qu'on savait, quand les équipes chinoises ont partagé le génome de ce coronavirus, que la recherche pour développer les vaccins devait se porter exclusivement sur cette protéine S, majoritairement sur cette protéine S, et donc de développer des vaccins contre cette protéine S, ou en tout cas qui participerait à stimuler la production de protéines S dans l'organisme pour développer un système immunitaire. Donc aujourd'hui, tous les vaccins que l'on développe, quels qu'en soient les mécanismes, ont un seul objectif, c'est de répandre dans l'organisme de la protéine S, de la fausse ou générée par nos propres cellules, on le verra par la suite, pour développer des anticorps et pour développer des cellules immunitaires qui vont garder la mémoire de cette infection et qui vont nous protéger sur le long cours. Voilà pourquoi on souhaite faire un tout petit point sur cette fameuse protéine S dont on entend tous parler, puisque les vaccins fonctionnent de la sorte. Alors, diapositive suivante, on va voir en particulier sur le vaccin ARN. Le principe du vaccin ARN, en effet, on va le voir par la suite, c'est tout simplement de profiter de l'ingénierie génétique de toutes nos cellules pour créer une protéine S, ces protéines S, contre lequel le système immunitaire va se déclencher et nous protéger à l'avenir. En sachant qu'une protéine S en tant que telle n'est pas infectieuse, ne correspond à rien du tout, c'est simplement une protéine, ce n'est pas un virus, et cette protéine S permet en effet de stimuler notre immunité. Donc tout ceci, comme vous le voyez, a été développé très rapidement parce que l'ingénierie pour développer des vaccins à ARN messager existait depuis également une vingtaine d'années. Il y a des vaccins qui ont été testés, en particulier des vaccins sur le Zika, qui ont été testés exactement sur le même principe. On connaissait déjà la protéine S, on avait les technologies vaccinales, donc tout ceci a permis à l'industrie du vaccin de gagner énormément de temps pour développer ces vaccins à ARN messager. Alors voyons sur la diapositive suivante à quoi correspond-il, comment ces vaccins fonctionnent-ils.
Eh bien, tout simplement, on injecte dans l'organisme un petit bout de matériel génétique, ces fameuses ARN messagers, qui vont être utilisés par la cellule pour produire, grâce à son ingénierie dans les ribosomes, eh bien des protéines S, les protéines spike, telles qu'on le voit, contre lesquelles le système immunitaire va développer des anticorps. Donc, ce qui est important, c'est que cet ARN messager est quelque chose qui ne rentre pas dans le noyau de la cellule, le noyau qui contient l'ADN, donc vraiment l'information génétique la plus critique et la plus précieuse de notre organisme. Eh bien, la manière dont les cellules fonctionnent, c'est que le noyau contient l'ADN, produit de l'ARN à l'extérieur de la cellule, et là, on ne fait que rajouter un ARN qui est extrêmement labile, donc qui ne dure pas très longtemps, et qui permet simplement de générer, de faire utiliser l'ingénierie de la cellule pour qu'elle produise elle-même ces protéines S. Donc, en termes, pourquoi est-ce une magnifique avancée scientifique? Plutôt que de manipuler des virus dans les laboratoires et de faire en sorte que l'on crée des faux virus ou des virus moins infectieux pour stimuler l'infection immunitaire, eh bien on se sert de nos propres cellules pour produire simplement cette protéine contre laquelle on va développer de l'immunité. Donc ça fonctionne très bien puisqu'on le voit avec des taux d'efficacité et de protection de l'ordre de 90-95% chez les personnes qui sont vaccinées. Autre mécanisme de vaccination, diapositive suivante, ce qu'on appelle les vaccins à vecteurs viraux. Pourquoi on vous les présente? Puisqu'il va y avoir de prochains vaccins qui vont arriver sur le marché, entre guillemets, et qui sont développés selon cette technologie. Alors c'est une technologie qui est un peu plus, je dirais, classique, développée dans les années 80, soit à des visées de développement de vaccins anti-cancer, en particulier les cancers cutanés, les mélanomes que vous connaissez peut-être, mais également des vaccins contre toute une série de maladies infectieuses, Ebola en particulier. La manière dont on a contrôlé les dernières épidémies d'Ebola, en particulier en République démocratique du Congo, tient au fait que l'on a vacciné en anneaux concentriques autour des foyers d'Ebola toutes les personnes qui pouvaient être en contact avec le virus. Et ça a été extrêmement efficace. Donc c'était un vaccin à vecteur viral qui a été utilisé avec succès, sans effet secondaire majeur, et qui a une efficacité extrêmement importante. Alors, quel est le principe? Il est un peu différent, mais in fine, l'objectif est encore le même. Eh bien, on se sert d'un virus à faible infectivité, donc il en existe plein, en particulier on appelle ça des adénovirus, auxquels on est tous exposés depuis notre tendre enfance, entraînant parfois des rhinites ou des petits maux de gorge. Eh bien, ces virus bénins, inoffensifs, on leur injecte un petit bout d'ARN, encore une fois, ce fameux ARN. Le virus modifié va infecter les cellules comme il le fait normalement, sans entraîner de maladie, mais par contre, ce petit bout d'ARN messager, encore une fois, comme si on l'avait injecté dans la cellule, va participer à ce que la cellule génère ses propres particules S, ses particules spike, et encore une fois, déclencher l'immunité. Donc c'est un autre moyen d'injecter de l'ARN messager dans les cellules pour que ces cellules produisent la protéine S. Donc encore une fois, quelque chose qui est efficace, on le voit, quelque chose qui n'interfère pas avec le matériel génétique de la cellule et qui n'entraîne pas non plus d'épidémie ou d'infection majeure. Quelque chose qui fonctionne à l'ordre de 80-90% d'efficacité aujourd'hui sur les études de phase 3. Alors, diapositive suivante, peut-être un peu de débat. Donc vous voyez, donc on a emprunté des présentations qui essayent de mettre les choses en perspective. Aujourd'hui, moi, ce qui m'importe pour parler du bénéfice-risque, c'est que quand on reprend les chiffres vraiment factuels, en France, vous avez à peu près un Français sur 24, 25 qui a attrapé le Covid. Certes, dans 80% des cas, de manière bénigne, voire peut-être sans le savoir. Et quand on regarde un peu plus les chiffres, là on a un peu moins ou un peu plus d'un Français sur 1000 qui en est mort, c'est l'ordre de 1 sur 900 aujourd'hui, 1 sur 60. Tout simplement parce que quand on fait le ratio entre les personnes pour lesquelles les cas étaient confirmés et les personnes qui sont décédées, on a à peu près ce ratio. Puis quand on prend le ratio des personnes qui étaient malades, donc les cas confirmés par rapport à ceux qui sont décédés, eh bien on a ce ratio d'1 sur 40. Donc quand on remet les choses en perspective, on se rend compte qu'évidemment, on peut considérer que c'est extrêmement bénin dans l'immense majorité des cas, mais la réalité est un peu différente et c'est la raison pour laquelle
on voit que notre système de santé, nos hôpitaux, nos unités de soins intensifs sont extrêmement occupés. En contrario des effets secondaires, aujourd'hui, le risque de choc anaphylactique avec un vaccin, il est de l'ordre aujourd'hui, sur la base des chiffres des États-Unis, donc les dernières données des États-Unis, pour vous donner les chiffres exacts, il y a 21 cas de choc anaphylactique, donc de réactions immunitaires violentes qui surviennent dans les 2 minutes à 150 minutes après l'injection. Aucune n'entraînant de conséquences, puisqu'il suffit d'injecter ce qu'on appelle de l'épinéphrine, que tous les médecins ou les centres de vaccination ont, pour immédiatement stopper cet emballement de réaction, et qui fait qu'il n'y a absolument aucun problème, il n'y a pas de séquelles ni d'essais. 21 cas sur un peu plus de 2 millions de personnes. On est de l'ordre de 1 sur 90 000 risques d'avoir un choc anaphylactique aujourd'hui sur la base de ces données aux États-Unis. Les conséquences à long terme aujourd'hui, je ne pense pas que ça apparaisse sur cette diapositive, dans notre connaissance des vaccins en risque général, les effets secondaires indésirables apparaissent entre 6 semaines et 6 mois. Pour tous les vaccins qu'on connaît, tous les vaccins qu'on a développés, on ne voit pas, on n'a jamais vu de risque d'effets indésirables apparaître au-delà de 6 mois de vaccination. Si les choses doivent survenir, des troubles du rythme, des paralysies qui peuvent être temporaires ou définitives, tout ceci reste évidemment exceptionnel, eh bien, cela, en règle générale, n'apparaît qu'entre 6 semaines et 6 mois après la vaccination. Donc, quand on regarde aujourd'hui avec le recul que l'on a, puisque les premières personnes à s'être faites vacciner datent du mois de mars 2020, donc on commence à avoir 9 mois de recul sur les premiers volontaires qui ont bénéficié de ces vaccinations. Aujourd'hui, on n'a pas ces effets. Vous allez me dire, évidemment, on parle de petits échantillons. Évidemment, c'est là où la pharmacovigilance rentre en compte pour surveiller de manière très étroitement, et c'est à tous les pays et tous les laboratoires, la survenue et la fréquence de survenue de ces effets indésirables. Diapositive suivante. Pour terminer, donc où en est-on aujourd'hui de ces vaccins? Donc vous savez, la France bénéficie de l'approvisionnement et des achats collectifs effectués par l'Union européenne. Aujourd'hui, les vaccins autorisés par l'Union européenne et donc en France sont le vaccin Pfizer-BioNTech et le vaccin Moderna, qui vient juste d'être utilisé, qui tous les deux ont la même technologie d'ARN messager, avec des modes un tout petit peu différents, parce que vous savez, le vaccin Pfizer doit être conservé à moins 80 degrés, Moderna un peu plus chaud, moins 20 je crois. On voit en effet. Donc des vaccins qui ne sont pas très faciles à manipuler en termes de logistique, et c'est pour ça que les vaccins qui sont en cours d'autorisation, comme le vaccin AstraZeneca et Oxford, et les vaccins type Janssen, qui peut-être sont des vaccins à une seule dose, comme on le voit, utilisant la technologie des vecteurs viraux, comme le font les vaccins chinois ou les vaccins russes, très efficaces, les vaccins russes. Et bien, voilà, dans les mois qui viennent, je dirais dans le prochain trimestre qui vient, panel de vaccins auxquels on aura accès, en tout cas les États auront accès pour déployer ces programmes de vaccination au sein de leur population respective. Donc les choses avancent très vite, on le voit, mais encore une fois, dans le respect de la réglementation, les autorisations sont données tout simplement parce que les autorités sanitaires type Agence européenne du médicament ont accès en permanence et je dirais en live aux données des études de phase 2 et 3 des laboratoires, et ce qui n'était pas le cas auparavant lorsque ces médicaments, ces vaccins leur étaient confiés pour autorisation. Cela prenait 1 an parce qu'ils recevaient le dossier une fois que le dossier était complété et il prenait 1 an pour l'approuver ou non. Là, le processus se fait en parallèle, en direct, et donc le gain de temps administratif est absolument phénoménal. Voilà, écoutez, je pense qu'on en a terminé, si je crois bien clair sur cette première partie. Maintenant, je suis à votre disposition pour des questions si vous souhaitez. Tout à fait. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation. On va passer du coup à la partie questions et réponses. Donc, je vous invite tous les participants à utiliser votre onglet Q&A
pour pouvoir poser toutes vos questions et je vais les transmettre du coup au docteur Guibert. Donc, on a une première question, docteur. C'est lorsque l'on a déjà eu la Covid-19, au bout de combien de temps après avoir été malade faut-il imaginer se faire vacciner? Alors, c'est une très bonne question. Écoutez, aujourd'hui, l'autorité de santé en France a proposé le délai de 3 mois entre le fait d'avoir eu une Covid active, le fait de savoir qu'on a eu la Covid, et le fait de pouvoir se faire vacciner. Donc un délai je dirais de 3 mois indicatif entre la maladie, la date des premiers symptômes d'ailleurs, et la date de la vaccination. Voilà aujourd'hui où on en est en France. D'accord. Merci beaucoup. Ça nous éclaire. Une autre question. Est-ce que vous pourriez définir comment l'efficacité du vaccin est calculée? Écoutez, c'est très simple. On prend deux groupes de personnes. Dans un groupe de personnes, on injecte le vaccin. Dans l'autre groupe de personnes, on injecte quelque chose qui n'est pas le vaccin. En gros, de l'eau salée. Et puis, on observe, au fur et à mesure du temps, le nombre de cas de coronavirus qui vont apparaître dans ces deux groupes de personnes. Et au bout d'un certain nombre de temps, donc c'est pour ça que ces études prennent un peu de temps, il faut beaucoup de personnes, eh bien, on compare dans le groupe vacciné le nombre de personnes qui ont eu le Covid versus le nombre de personnes qui l'ont eu dans le groupe non vacciné. Et si on s'aperçoit que, eh bien, ce qu'on appelle ce chiffre, le nombre de personnes qui ont eu le Covid dans le groupe vacciné est statistiquement significativement moindre que dans le groupe non vacciné, eh bien, on a une idée de l'efficacité de la protection. Parce qu'on pense que ces gens n'ont pas changé de mode de vie, ils vivent normalement et continuent d'exposer sans différence d'un groupe à l'autre. On a la même proportion d'hommes, de femmes, de personnes âgées, de jeunes, etc. Donc on peut penser que ces deux groupes sont exactement similaires en termes d'exposition. Mais si on observe qu'à la fin, au bout de 2 mois, eh bien, il y a 10 cas de Covid dans le groupe vacciné contre 75 dans le groupe non vacciné, eh bien, on arrive à calculer un ratio de dire la protection conférée par le vaccin est de tel ordre. Voilà. Donc, on arrive à sortir un chiffre extrêmement précis. D'accord. Merci, docteur. Ensuite, est-ce qu'une personne vaccinée et immunisée reste-t-elle porteur contaminant pour les autres? Alors, c'est encore une très bonne question, en effet. Je dirais point d'interrogation aujourd'hui. On pense que le fait d'être vacciné, le premier objectif d'être vacciné, c'est d'éviter d'avoir la maladie. Et ça fonctionne sur la base de ce que je viens de dire et sur la base des premiers résultats que l'on voit. Premier objectif de la vaccination, d'éviter la maladie, en particulier chez les personnes les plus vulnérables. Deuxième objectif, c'est éviter de transmettre le virus autour de soi. Donc on pense que ce second effet est mal connu. On ne sait pas de quel degré de protection le vaccin confère pour éviter que l'on puisse contaminer encore autour de soi les autres personnes. Donc, sur la base des données que l'on a, on pense qu'aujourd'hui, être vacciné contre la maladie n'empêche pas le fait que l'on puisse quand même être contagieux et à de moindres degrés, à moindre échelle, pour les personnes qui vivent autour de soi. Donc, ce qu'on appelle, c'est qu'on a une forme d'immunité, mais qui ne nous stérilise pas complètement contre le virus. Donc ça, c'est un effet que l'on découvre. On ne dit pas qu'on va faire un vaccin stérilisant ou non stérilisant. C'est la conséquence que l'on découvre quand on utilise ces vaccins. Donc, pour répondre à cette question, de manière le plus claire possible, quand on est vacciné pour le Covid aujourd'hui, on doit quand même continuer à respecter les mesures barrières, le port des masques, l'hygiène, parce que aujourd'hui, on pense qu'on peut quand même, à moindre degré, participer à faire en sorte que le virus circule, puisqu'on peut même être contagieux soi-même, mais moindre que si on n'était pas vacciné. Alors, on a des chiffres aujourd'hui qui viennent d'être publiés pour élaborer ce sujet par les Israéliens, comme vous le savez, qui ont un degré de vaccination, ils ont vacciné plus de 20% de leur population, et donc ils se sont rendus compte qu'à 14e jour, dans une population de personnes de plus de 60 ans, eh bien, on observe une diminution de la transmission, même chez les personnes de plus de 60 ans qui n'ont pas été vaccinées. Donc ça montre bien que le vaccin, les personnes qui ont été vaccinées protègent également les personnes qui n'ont pas été vaccinées. Ça, c'est très bien. C'est l'effet, je dirais, altruiste de la vaccination. Donc on commence à avoir ces chiffres. Il va falloir un peu plus de temps pour pouvoir quantifier également ce degré de protection. Et encore une fois, pour
refaire passer le message. Être vacciné protège évidemment la personne qui l'est, et à moindre degré les personnes autour de soi, mais pas complètement. D'accord. Donc du coup, on devrait en savoir plus, avoir une réponse plus précise au fur et à mesure de la vaccination finalement. Pour le prochain webinaire tous ensemble, je pourrais vous en dire plus. Super. Très bien. Est-ce que nous aurons le choix du vaccin entre Pfizer et Moderna? Et est-ce que vous conseillez plutôt un vaccin à ARN messager ou à vecteur viral? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va avoir le choix entre les vaccins. Pour l'instant, je pense que les États mettent à disposition ce qui est disponible. Donc, je ne sais pas, très honnêtement, si on va avoir le choix entre ces deux vaccins, en sachant qu'encore une fois, les technologies sont exactement les mêmes entre Pfizer et Moderna. Ensuite, pour répondre à la question sur le choix de technologie, une plateforme de vaccins ARN messager versus vecteurs viraux, ou peut-être un jour les vaccins qui sont simplement constitués de protéines spike. Ça, c'est plus une discussion à avoir avec votre médecin traitant, parce que ça doit être quand même lié à, vous avez une pathologie préexistante, une maladie chronique, pour laquelle, avant de se faire vacciner, peut-être votre médecin peut vous donner votre avis, et peut-être pourra-t-il vous orienter sur le fait que l'un est plus approprié que l'autre. Mais aujourd'hui, sur la base de l'efficacité de ces vaccins, pas de différence. Très honnêtement, si un vaccin protège entre 93% et l'autre protège à 95%, probablement pas de différence. On ne pense pas qu'il y ait de différence non plus dans la durée de la protection. À partir du moment où l'immunité est stimulée, elle est probablement la même pour ces vaccins. Donc, sur la base des informations qu'on a aujourd'hui sur ces vaccins, il est juste pas possible de dire l'un est plus approprié que l'autre pour telle ou telle personne. Donc ça sera ensuite un choix à faire avec son médecin traitant. Je pense que cette question, elle est surtout pertinente pour les personnes qui ont en effet des pathologies et qui souhaitent avoir un avis lié à leur propre état de santé vis-à-vis de ce vaccin. D'accord, très bien. Pourquoi est-il nécessaire d'avoir 2 injections? Comme beaucoup de vaccins, le fait de la première injection, je dirais, stimule l'immunité, et la deuxième la conforte complètement. Donc, beaucoup de vaccins pour lesquels, en effet, le seul moyen d'atteindre une immunité maximale se fait en 2 voire 3 injections. Donc ça, c'est pas nouveau pour les vaccins liés au Covid. On peut penser aujourd'hui, sur la base des premiers résultats, que ces vaccins Covid, la première injection peut conférer 80-85% de protection, mais dans l'idéal, avoir une deuxième injection dans les 3 à 6 semaines qui suivent la première permet d'atteindre le niveau optimal de protection atteint par ces vaccins, qui est de l'ordre de 80-95%, 90-95%. Donc là, je dirais rien de nouveau avec les vaccins Covid. C'est quelque chose qui est assez classique avec les autres vaccins, même si, comme vous le savez, le vaccin Johnson & Johnson ambitionne d'avoir un niveau d'efficacité supérieur à 90% avec une seule injection. Si c'était le cas, ce serait fantastique. Puis dans ce cas-là, ça permettrait de faciliter l'accès au vaccin dans les pays dans lesquels la logistique est complexe. Exactement, simplifier la logistique, qui est un gros problème quand même actuellement. Quelle est la durée de l'immunité lorsqu'on se fait vacciner? On pense qu'elle est de l'ordre d'une année minimum. Une année minimum, mais encore une fois, on manque un peu de recul pour le dire, parce qu'on sait sur les personnes qui ont été vaccinées, comme je le disais tout à l'heure, depuis le mois de mars 2020, ces personnes ont toujours une immunité contre le coronavirus. Donc, pour peut-être extrapoler, il n'y a pas de raison que ces vaccins confèrent une immunité moindre que les autres vaccins qui, en règle générale, confèrent des immunités de plusieurs années. Ça varie. Vous avez des vaccins qui confèrent des immunités pour toute la vie, c'est le cas de la vaccination contre la fièvre jaune, mais d'autres vaccins pour lesquels l'immunité doit être renforcée tous les 3 mois, c'est le cas de l'hépatite A par exemple, ou de la typhoïde. Donc, on n'a pas la connaissance de vaccins pour lesquels l'immunité est de l'ordre de quelques mois et pour lesquels on doit renforcer ou refaire une nouvelle injection. Si tel était le cas, je prends l'exemple de la grippe saisonnière, c'est pas le vaccin qui perd son immunité, c'est le fait que de nous le vaccin mute et change en permanence, pour lequel on a besoin de
se vacciner de nouveau contre les nouvelles souches qui circulent. Et en règle générale, l'immunité conférée par les vaccins dure plusieurs années. D'accord. Quand pensez-vous que les personnes qui ne sont pas à risque pourront se faire vacciner? Je ne sais pas. C'est vraiment sur les décisions politiques. Comme vous le voyez, ce qui se passe en France aujourd'hui avec une réadaptation, une optimisation du plan de vaccination s'observe également dans les autres pays d'Europe, où les premières stratégies ont été déployées pour protéger immédiatement les personnes les plus vulnérables et les personnes qui ont la charge, la responsabilité médicale en particulier. Mais on voit aujourd'hui que les États réfléchissent en disant peut-être avons-nous aussi intérêt à élargir la vaccination des personnes plus de 75 ans en France, des personnes essentielles, des personnes qui doivent voyager, etc., etc. Je vous donne un ordre, une illustration. Aujourd'hui, en Indonésie, la campagne de vaccination a commencé depuis quelques jours et leur approche est totalement différente. Ils vont vacciner en priorité les personnes actives, donc les personnes de 18 à 50 ans, et en commençant par les personnes les plus qui ont le plus d'influence sur la nation, donc les youtubers les plus visibles, pour justement encourager la population active à se faire vacciner, en sachant que les personnes âgées seront peut-être pas considérées en prioritaires. Donc, vous voyez, une approche différente. Il faut s'attendre à ce que les stratégies dans les pays évoluent, changent, s'adaptent à la réalité de la transmission, à la réalité de la disponibilité des vaccins, des moyens, de la logistique, vous en faisiez mention claire. Donc, attendons-nous à ce que, en effet, dans les semaines qui viennent, on puisse avoir peut-être de nouvelles annonces sur qui aura accès à quoi au bon moment. Oui, et l'arrivée de nouveaux vaccins aussi va permettre, j'imagine, aussi de couvrir le territoire et les différentes typologies de population plus rapidement. Exactement. Si l'immunité dure aussi longtemps, pourquoi l'Est n'est-il pas immunisé? Tout simplement parce qu'on n'a pas, alors je ne dirais pas que l'Est n'est pas immunisé, mais pour l'instant on n'a pas suffisamment de personnes qui sont immunisées dans l'Est pour stopper la transmission du virus. C'est tout le concept de l'immunité de groupe, l'immunité de masse, qui fait que au-delà d'une certaine quantité de personnes immunisées dans une communauté, eh bien le virus cesse de circuler. Donc aujourd'hui, on pense que le nombre de personnes, la proportion de personnes immunisées dans une communauté pour cesser cette transmission est de l'ordre de 60, 70, peut-être un peu plus de %, entre 60 et 70%. Donc aujourd'hui, on est très 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 loin de ces chiffres de manière naturelle dans le Grand Est, même si aujourd'hui on est peut-être de l'ordre de peut-être 15%, peut-être 20%. Mais tout ceci n'est certainement pas suffisant pour que la circulation du virus stoppe. Il y a encore énormément de personnes que le virus peut infecter. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas encore atteint ce seuil de protection collective, qui sera donc atteint, comme vous l'avez compris, par à la fois le groupe de personnes qui sont immunisées parce qu'ils ont été malades, et par le groupe de personnes qui sont immunisées parce qu'ils sont vaccinés. Et les deux ensemble feront en sorte qu'on atteindra plus rapidement ce chiffre des 60-70% pour que la circulation stoppe ou diminue. C'est très clair. Ensuite, pouvez-vous expliquer pourquoi le vaccin a été développé si vite quand le vaccin contre le sida n'existe pas encore? Alors c'est assez simple. En fin de compte, c'est que le virus du sida est bien plus complexe que le coronavirus. Bien plus difficile à manipuler, bien plus variant en fin de compte. Comme vous l'avez compris, c'est un rétrovirus, donc son ingénierie est bien plus complexe que celle du coronavirus, qui est un bête virus qui rentre dans les cellules et qui fait sécréter par la cellule les composants de ses petits frères et redeviennent d'autres virus. Le virus HIV est bien plus sophistiqué, c'est un rétrovirus qui va s'intégrer au sein de l'ARN et qui va produire d'autres molécules générant d'autres rétrovirus. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la recherche bute sur le développement d'un vaccin qui pourrait trouver des séquences qui sont invariables contre lesquelles on puisse avoir un vaccin universel. Aujourd'hui, cette séquence invariable, si vous l'avez compris, chez le coronavirus, c'est cette fameuse protéine S. Et ça, on la connaît depuis 2003. Donc on a pu gagner un temps extrêmement phénoménal pour développer ce vaccin. Évidemment, d'autres raisons, mais principalement ce qui explique
le succès du développement du vaccin contre coronavirus est lié à ces connaissances que l'on avait de manière implicite des différents éléments pour développer un tel vaccin, alors que on bute aujourd'hui sur le développement de ce vaccin HIV, surtout lié au rétrovirus en tant que tel. D'accord, c'est clair. Merci beaucoup, docteur. Encore une question. Est-ce que le vaccin contre la Covid-19 est efficace contre tous les variants, y compris celui à Paris en Afrique du Sud? Il y a énormément de recherches actuelles pour essayer de répondre à cette question. Encore une fois, il va falloir un peu de temps sur la base du nombre de personnes, comme vous l'avez compris, qui sont infectées par le variant versus ceux qui ne le sont pas. De manière préliminaire, il semblerait que les vaccins sont efficaces contre ces variants. Alors, ce sont des données qui sont publiées par les laboratoires. Vous allez me dire, ça peut être un peu biaisé. Bon, pourquoi pas, mais c'est déjà une source d'information. Donc, attendons avec confiance le fait que des études soient menées, et c'est le cas aujourd'hui, pour déterminer si les vaccins sont toujours aussi efficaces ou si ils perdent un peu en efficacité. Mais s'ils perdaient en efficacité, ça serait certainement pas, on passerait pas de 90% à 2%, on perdrait peut-être de l'ordre de quelques pourcents, donc moins efficaces, mais certainement pas des vaccins à jeter du jour au lendemain. Alors, en corollaire à cette question, on le sait avec les vaccins ARN messagers, si jamais on devait s'adapter à ces variants, parce que justement la protéinase a changé de manière tellement significative que les vaccins actuels ne sont plus efficaces, eh bien les laboratoires qui produisent ces vaccins ARN messagers nous disent que il leur faut entre 30 et 40 jours pour changer le code de l'ARN messager et produire un nouveau vaccin aussi rapidement. Et donc, c'est encore une fois l'avantage de cette technologie qui est bien plus rapide et bien plus agile qu'une technologie de vecteurs viraux ou d'autres technologies traditionnelles pour lesquelles on serait obligé de repartir de vaccins de base et donc on aurait pour de longs mois. Je pense qu'on peut être relativement confiant aujourd'hui sur l'efficacité conservée des vaccins en cours. Attendons encore quelques temps pour que ceci soit vraiment confirmé. D'accord, très bien. Ça clarifie bien les choses. A-t-on des retours sur les vaccins russes et chinois? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle retour. Écoutez, pour l'instant, sur la base des données qui sont publiées par les autorités sanitaires ou les fabricants, on a des chiffres relativement intéressants. Vaccination par Sinovac, CanSino, etc. 90-95% de protection. Alors, certes, on l'a vu avec les études qui ont été menées au Brésil, on a des taux de protection qui semblent moindres, voire qui semblent descendre à 50% dans certaines catégories de personnes vaccinées. Bon, voilà. Première source d'information, le vaccin russe Gamaleya semble très efficace. Vecteur viral également, 2 adénovirus différents. Aujourd'hui, je dirais, la communauté scientifique attend de la part de ces fabricants de vaccins des publications dans des revues prestigieuses de médecine internationale avec de la validation de la revue pour pouvoir s'aligner au même niveau d'évidence que le vaccin Pfizer ou le vaccin Moderna. Aujourd'hui, le fait de pouvoir certifier, de dire avec toute confiance qu'un vaccin est efficace, évidemment, c'est lié aux publications internationales indépendantes, mais également au fait que ce soit approuvé par des autorités sanitaires indépendantes, comme vous avez référence l'Agence européenne du médicament ou la FDA aux États-Unis. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour ces vaccins russes et chinois. Peut-être sera-t-il un jour, c'est à souhaiter. Aujourd'hui, on manque encore un peu d'informations scientifiques pour s'aligner au même niveau de transparence que les autres vaccins pour pouvoir se positionner. D'accord, très bien. Merci beaucoup, docteur. C'était la dernière question que j'avais à vous poser. Donc, je vous remercie pour votre intervention, pour prendre le temps de répondre à nos questions. Je pense que ça aide tout le monde à y voir un petit peu plus clair. J'espère en tout cas que ça a répondu à la question de la majorité d'entre vous qui participaient aujourd'hui à ce Family Webinar. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine session de Family Webinar dans quelques temps. Très volontiers. Merci, docteur. Au revoir. Merci à vous. À bientôt.